Alors, est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? Tout le monde va bien? Vous n'êtes pas dérangé par les alertes de prod? Pas de souci de prod là-dessus. Qui c'est qui a du machine learning en production dans la salle là? Je fais un petit compte. Ah, alors 1, 2, 3, pas mal, pas mal. Une petite dizaine, ça fait, allez, on va dire un petit 15% de l'audience. Bon, c'est pas mal, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est marrant parce que je dis 15%, mais 85% des projets de machine learning ne vont pas jusqu'à la production. Ils s'arrêtent bien avant et on va décortiquer ce matin justement le pourquoi de cet échec jusqu'à la mise en production. Alors ça, c'est la tête de ma Digital Factory, de ma Data Factory. Donc vous voyez que c'est pas la forme. Hein. Donc ce matin, alors je suis désolé, ça va pas être non plus un talk complètement dépressif. Ce matin, on va essayer de trouver des solutions à la fin de la session. Pourquoi les Data Factory vont à l'échec de cette manière-là? On va décortiquer tout ça en 5 points, plus un petit peu de bonus derrière si on a le temps, et puis quelques questions, peut-être plutôt après le talk si jamais je déborde un peu sur le temps imparti. Qui suis-je? Je me présente à vous, je suis Paul Péton, je suis tech lead en intelligence artificielle. Alors si je devais changer mon statut LinkedIn demain pour les recruteurs, je mettrais ML Engineer, parce qu'a priori ça va être le métier qui va vraiment performer, enfin d'après mes prévisions. Avec une marge d'erreur comme d'habitude. Je suis lié à Microsoft en tant que MVP, Data Platform et Intelligence Artificielle depuis 5 années maintenant. Et j'anime un podcast qui est absolument excellent, enfin je le dis sans parti pris, qui s'appelle le Big Data Hebdo. Je co-anime, attention, je ne suis pas le seul là-dedans. Et ces diapos sont déjà dispo sur un GitHub, GitHub Méthodidacte. Vous allez dans le repo Meetups, vous allez retrouver tout ce que je fais en termes de conférences. Le PDF de ce que je vais vous présenter est déjà disponible. Je me suis fait assister par une intelligence artificielle pour cette présentation, parce que je me suis dit, allez hop, on va pousser vraiment le jeu jusqu'au bout. C'est DALL-E Mini. Alors oui, bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Hein. C'est DALL-E Mini qui m'a assisté pour cette présentation, disponible sur le hub de Hugging Face. Je vous invite à aller jouer avec. Alors, on attaque par le buzzword. Qu'est-ce que c'est MLOps? Alors, MLOps, si on doit le définir en quelques mots, enfin surtout quel est l'intérêt de se pencher, à mon avis vous êtes intéressé si vous êtes là ce matin, mais pourquoi on va s'intéresser concrètement au MLOps? À mon avis pour 3 raisons. Parce que déjà ça va nous permettre de faire des économies concrètement qu'on fait quand on se plante. Hein, voilà. Vous avez bien compris que le sujet de cette session, c'est de recenser justement toutes les erreurs qu'on va aller faire. Donc si on fait moins d'erreurs, forcément on y passe moins de temps, on diminue les coûts, et on va arrêter aussi de faire des opérations manuelles. On va être, bien sûr, vous l'avez entendu dans le Ops, on va être dans l'opérationnalisation, on va tendre vers l'industrialisation. Et donc ça, normalement, une fois que ça tourne, voilà, ça devrait nous faire retirer des opérations manuelles toujours coûteuses. On va gagner en qualité. On va gagner en qualité parce qu'on va intégrer des démarches qui sont justement dans la philosophie DevOps, hein, qui sont tous les tests, les déploiements automatisés, ce qu'on va appeler les pipelines de CI/CD, hein, d'intégration continue, de déploiement continu. Et surtout, et ça c'est peut-être le point le plus important finalement, si demain vous devez dire est-ce que je vais ou pas vers le MLOps, c'est surtout parce que ça va vous permettre de réduire le fameux time to market. Allez, si on rajoute encore les petits mots qui bourdonnent là. Le time to market, c'est concrètement le temps que vous allez mettre à mettre à jour le fameux modèle de machine learning qui est actuellement en production. On en parlera un petit peu tout à l'heure, on va voir que ces modèles dérivent. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ne marchent plus si bien que lors de l'entraînement initial. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand ce modèle ne marche pas bien? Il va falloir déjà comprendre pourquoi, mais il va surtout falloir après redéployer un nouveau modèle. Et c'est le temps qu'on va mettre à aller corriger le modèle en production, c'est ce temps-là qu'on va essayer de raccourcir, et grâce à tout ce qu'on va mettre dans cette approche MLOps, avec tout ce qu'on va appeler un framework, j'ai l'impression de faire le buzzword bingo, là. Un framework, c'est un cadriciel, c'est une façon de travailler, c'est un logiciel cadre, cadriciel c'est du québécois. Et grâce à donc cette approche, on va réduire justement le temps qu'on va mettre pour aller en production et garder surtout la qualité de nos prévisions. Donc MLOps, on a pris 2 mots, Machine Learning et DevOps, on a contracté tout ça. On pourrait rajouter SEC au milieu pour faire encore ça sera le buzzword 2023, MLSecOps, si on rajoutait la sécurité. Mais retenez qu'aujourd'hui, le MLOps, donc c'est ce cadriciel, hein, cette manière de travailler, mais qui n'est pas que de l'opérationnalisation. Hein. Attention, on a tendance à rester sur le Ops, mais pensez que ça part dès le début, hein, dès le design. Quand vous lancez une approche autour de l'intelligence artificielle dans votre organisation, vous allez commencer par réfléchir à vos cas d'usage. Donc vous allez designer derrière les usages que vous ferez de l'intelligence artificielle. Vous passerez du temps, ou les data scientists en tout cas passeront du temps à développer des modèles. Et ensuite,
on les mettra en production. Mais le MLOps se veut vraiment prendre ces 3 phases-là dans leur ensemble. Le MLOps, là je ne vous présenterai pas à la fin la big picture d'architecture, la stack complète MLOps, la Rolls-Royce de ce qu'on pourrait avoir en production, mais sachez qu'on y va par niveau de maturité. Peut-être que demain vous commencerez plutôt par justement avoir du tracking, avoir un suivi plus précis de tout ce que vous expérimentez dans des notebooks. Voilà, et ça sera le début finalement de votre démarche MLOps. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre conférence et je vous donnerai la date de cette conférence un peu plus tard. Et puis surtout, le MLOps, ça va être aussi d'aller piocher finalement dans une myriade d'outils. Aujourd'hui, vous en avez quasiment un par jour qui sort, un outil de feature store, un outil justement pour faire du tracking, un modèle registry. Enfin voilà, il y a énormément d'outils qui tournent, qui gravitent autour de ce MLOps. Mais on va voir aujourd'hui, c'est le principe l'objectif de cette conférence, on va voir pourquoi finalement on a besoin de ces outils, pourquoi on a besoin de se lancer vers une approche beaucoup plus cadrée. Et si on différencie aussi DevOps de MLOps, enfin moi en tout cas je le différencie en disant qu'il y a un niveau de complexité plus élevé entre les deux. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué de déployer un modèle de machine learning plutôt que de déployer, je sais pas, un site web par exemple, une application classique? Il y a deux choses à mon avis qui font qu'on monte dans la complexité. C'est la notion de reproductibilité. Alors ça, je vais en faire même carrément une séquence complète parce que c'est vraiment quelque chose d'important. En 2 mots, pourquoi il faut savoir reproduire des résultats? Parce que dans 6 mois, peut-être, vous avez vendu un produit à un client, puis vous aviez utilisé du machine learning, vous aviez utilisé une prévision pour, par exemple, établir la qualité de ce produit. Pas de bol, le produit est défectueux, le client se retourne contre vous, il vous dit attention, vous m'avez vendu quelque chose en me disant que c'était très bon, vous ne l'avez pas testé en vrai parce que vous avez cru votre modèle de machine learning, il va falloir se justifier. Donc ça veut dire quoi se justifier? Ça veut dire retrouver la prévision qui a été faite, retrouver le modèle de machine learning qui a fait cette prévision, retrouver les datas qui ont servi à l'entraînement de ce modèle de machine learning, retrouver l'environnement Linux avec les packages scikit-learn version 0.22.post1. Aïe, ça va commencer à être compliqué. Donc reproductibilité, pensez, si vous étiez des vendeurs de yaourt, vous feriez de la traçabilité avec depuis la ferme jusqu'au pot de yaourt. C'est un peu ça aussi qu'on va mettre derrière la notion de reproductibilité. Et ça, c'est le premier niveau de complexité. Le deuxième niveau de complexité, je vais prendre une image une métaphore très parlante selon moi, vous allez me dire si c'est le cas aussi pour vous. Vous prenez une grenouille, vous la laissez tomber dans une casserole d'eau chaude. Okay. Bon, on ne va pas faire de torture d'animaux, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, normalement, la grenouille, hop, elle saute directement, elle s'est ébouillantée. Enfin, si elle a encore assez de ressources, elle sort de la casserole d'eau chaude. Bon. Vous faites tomber la grenouille dans la même casserole, mais cette fois-ci, c'est de l'eau froide. Vous mettez à petit feu, vous laissez monter la température. Est-ce qu'elle se rend compte de quelque chose? Non, pas du tout. Ce que je viens de vous décrire là avec ma métaphore animalière, c'est ce qu'on appelle la dérive de modèles, la dérive de données. On va voir qu'on va faire quelques différences entre ces choses-là. Retenez que ça aussi, c'est un niveau de complexité important. Votre modèle de machine learning, il est en prod, vous n'avez pas d'alerte, les VM elles tournent bien, il y a du heartbeat, tout ce qu'il faut, il y a du CPU, de la RAM. Sauf que le modèle est en train de raconter n'importe quoi. Et ça, vous en êtes pas rendu compte. On est la grenouille dans cette bassine d'eau froide qui a commencé à monter en température. Donc on reviendra aussi sur cette notion de dérive. Mais si ça se trouve, ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin, finalement, parce que si le machine learning, si les modèles d'IA ne créent pas de valeur, on peut s'arrêter là. Voilà, donc, fin de la conférence. Non, mais voilà, si vous êtes au salon de la data, et puis vous en aurez plein partout aujourd'hui, je pense, des expériences de réussite, de valorisation de la donnée, il va falloir juste quand même essayer de trouver la bonne équation. Cette bonne équation, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à tirer suffisamment de valeur de mon modèle d'intelligence artificielle pour supporter les coûts de mise en production? Vous allez voir que il y aura le salaire du ML ingénieur, donc déjà ça va faire mal, et puis après il y aura quelques coûts d'infra, voilà, donc des choses comme ça. Mais attention donc à bien quand même vérifier, valider cette équation avant de vous lancer, sinon vous courez à perdre de l'argent et perdre du temps. Alors de quoi on va parler concrètement? Les 5 erreurs que je vais vous proposer de regarder ce matin dans le détail, c'est l'histoire du réusinage de code. Alors j'ai francisé, donc ça c'est ce qu'on appelle le refacto, voilà, en termes de, si vous faites du dev, moi je dis réusiner, j'aime bien. On va parler d'environnement, on va parler de cette notion de reproductibilité, on va parler de ce qu'on appelle le serving, alors je ne l'ai pas francisé celui-là, mais c'est de mettre à disposition finalement ce qu'on appelle l'inférence, la capacité prédictive du modèle, et puis on reparlera aussi de dérive. Si j'ai un petit peu de temps, je vous parlerai d'automated ML, je vous parlerai de continuous training, des choses qui me hérissent le poil, mais bon, on va voir.
Alors, ne pas réusiner les notebooks. L'année dernière, à la même conférence, et c'est toujours disponible sur YouTube, j'ai donné un talk sur le packaging de code Python. Donc en incluant du test, voilà, en faisant les choses de manière propre. Je vous invite à aller regarder la vidéo parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans ces travers, qui sont le fait que chacun développe ses propres fonctions dans son coin. Quand je dis chacun, hein, c'est les data engineers, les data scientists, qu'il n'y ait aucune stratégie de test qui se mette en place. D'ailleurs, mettre du test quand on est dans des cellules de notebook, c'est pas forcément simple. Est-ce qu'il faut conserver les notebooks? Et voire pire que ça, finalement, notre notebook, on a sorti tous les résultats intermédiaires dedans, et puis hop, on fait un gros push sur GitHub, et puis en plus, si ça se trouve, on a laissé les clés de connexion au data lake. Bon, voilà. Donc, on va essayer d'éviter tous ces écueils. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, parce que c'est effectivement la partie que j'avais traitée l'année dernière. Je vais vous parler maintenant ici plutôt d'environnement. Et là, on va commencer à rentrer dans des cas de figure. Alors, ça serait intéressant de savoir justement ceux qui sont en prod là aujourd'hui, comment vous fonctionnez là-dessus, parce que vous allez voir que finalement, on peut très vite s'en mêler les pinceaux avec la notion d'environnement. Alors, qu'est-ce que j'entends par environnement? C'est dev, qualif, pré-prod, prod. Alors, si ça se trouve, vous avez juste dev et prod. Vous avez peut-être une sandbox aussi, qui finalement est le laptop là ou du data scientist. Mais bon, en tout cas, on a au moins 2 environnements. Et là, si ça se trouve, on commence à s'en mêler les pinceaux. Parce que ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'en fait, on va entraîner un modèle sur la dev. Mais est-ce qu'en dev, on a vraiment les données de prod? Alors peut-être qu'on a fait une redescente des données de prod dans l'environnement de dev. Mais quand est-ce qu'on l'a faite? Est-ce qu'elle commence à dater un petit peu? Donc voilà. Et là, en plus, si on n'a pas notre traçabilité de la donnée, ça va être compliqué de savoir si on est vraiment sur des données représentatives à l'instant T de ce qu'on souhaite modéliser. Alors on peut se dire, tout simplement, finalement, pour éviter ce biais-là, on peut se dire, allez, hop, les data scientists, ils vont en prod, ils accèdent au data lake, ils ont voilà, tout à dispo, et puis peut-être que là, ils vont faire n'importe quoi. C'est des données de prod, hein, attention, donc peut-être que c'est des données qui n'ont pas été anonymisées ou pseudonymisées, c'est peut-être des données qu'on n'aimerait pas voir fuiter dans le fameux notebook où on aura fait un display, enfin on fait un head ou un truc comme ça et qu'on aura pushé sur Git. Enfin, voilà, donc attention, les données de prod, on ne les met pas non plus aussi facilement que ça entre toutes les mains. Donc il va falloir réussir à trouver un bon compromis, mais là encore on peut s'embêter un peu, parce que si on arrive vraiment à faire ce scénario de je redescends une belle copie de données propres qui soient relativement récentes, je les descends en dev, ok, j'entraîne mon modèle sur la dev, donc mon modèle c'est peut-être un fichier Pickle par exemple, ou H5, si vous faites du deep learning, mais comment ce modèle, je vais aller le rebasculer sur la prod. Donc là, il va falloir retrouver un chemin, il va falloir retrouver des techniques pour aller repousser ce livrable qui est finalement en fait un binaire, le fichier du modèle qui est un petit binaire. Donc il va falloir se poser ces questions de déploiement. Et imaginons qu'on fasse aussi les choses proprement, que nos modèles, on commence à les enregistrer, on en parlera de ça aussi dans la partie reproductibilité. Si on les enregistre, on va appeler ça des modèles registry, hein, des choses prévues. Alors c'est pas un repo Git, hein, parce que si vous avez un modèle Dell e-mini, je ne sais pas combien de mégas il fait, enfin il fait sans doute pas les téraoctets de son grand frère ou de sa grande sœur, mais du coup, n'allez pas forcément mettre vos modèles, vos binaires de modèles, n'allez pas forcément les mettre dans un repo Git. Il va falloir quelque chose de dédié à ça, ce qu'on va appeler un modèle registry. Mais à nouveau, si je suis dans le modèle registry de dev, comment je fais pour passer proprement dans le modèle registry de prod? Et comment, dans ce modèle registry de prod, je vais chercher mon dernier modèle pour le déployer, pour en faire de l'inférence. C'est toutes ces questions-là, en fait, qui vont se poser à vous quand on va commencer à avoir une approche, une réflexion MLOps. Et là, on peut très vite s'en mêler les pinceaux, hein, sur ces notions-là. Je reviens sur la reproductibilité. Je vous ai dit pourquoi c'était important la reproductibilité, hein, d'un point de vue légal, finalement. Mais voilà, tout ce qui va nous rendre difficile cette reproductibilité, c'est de se dire que finalement nos fameuses données au moment du point fit, là, si vous faites du scikit-learn, c'est-à-dire au moment où on entraîne, ces données-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? On les a réécrasées par une nouvelle version. Finalement, elles étaient tellement volumineuses que ça paraît compliqué quand même de faire du versionning. Alors, toujours pas non plus dans le fameux repo Git. Hein. C'est toujours pas là qu'on va aller versionner notre dataset. Donc là aussi, on va aller chercher des outils. Hein. J'en cite quelques-uns. Il y a des DVC, par exemple, le Data Version Control, qui fait ça très bien. Mais vous avez aussi le format Delta Lake, là, qui est un format open source où vous pouvez versionner vos datasets et avoir revenir en arrière sur d'anciennes versions. Donc, allez trouver des solutions qui vont vous permettre de versionner vos données.
Sauf qu'en fait, c'est pas tout, hein. Donc on versionne pas que les données, on versionne aussi le code qui sert à l'entraînement. Alors ça, peut-être que ça, le réflexe commence à venir. On a l'habitude de faire notre commit, d'aller mettre le code et puis d'avoir cette traçabilité du code. Ça, ça vient de la culture dev et c'est relativement rentré dans les mœurs. Sauf qu'en fait, encore plus quand on fait du Python, on va aller chercher une myriade de packages, de librairies dans tous les sens, qui elles-mêmes sont dépendantes les unes des autres, et qui sont dans des versions qu'on a peut-être oublié de préciser. Donc, égal, et vous mettez le numéro de version, vous figez tout ça, vous faites ça dans un virtualenv ou quelque chose comme ça, ou vous utilisez Poetry ou des outils qui vont vous permettre de figer vraiment vos environnements d'entraînement, et de pouvoir les recréer le jour voulu. Et en fait, c'est un triptyque qu'on va assurer en termes de reproductibilité. C'est ce triptyque, c'est la donnée, le code et le modèle. Donc j'entraîne mon modèle, et peut-être que mon modèle, il a mis 2 jours à s'entraîner sur du GPU. Donc j'imagine qu'au niveau facture, on ne va pas forcément vous dire, bah, allez, tiens, pour le plaisir de reproduire les choses, tu vas nous réentraîner ce modèle pendant 2 jours en faisant tourner des GPU. Donc on est content de versionner le binaire, hein, l'artefact, le résultat de l'entraînement. Et donc là-dessus, en fait, on va le versionner, mais attention, à nouveau, utiliser un outil capable de versionner ça, capable de faire des retours arrière, de voir votre historique d'entraînement. C'est ce qu'on va appeler un modèle registry. Vous avez ça dans un outil comme MLflow qui le fait très très bien. Alors, le serving, donc on est arrivé, imaginez-vous, toute la chaîne, on a entraîné notre modèle, on a réussi à bien sauvegarder tout ça. Maintenant, on est dans la partie inférence, déploiement, on a envie d'avoir des prévisions, parce que c'est quand même pour ça qu'on est allé entraîner des modèles au départ. Donc, ici, le risque que j'ai identifié, le risque principal, c'est que vous êtes allé regarder les tutos MLOps niveau 0 sur Internet, puis vous êtes tombé forcément, mais moi le premier, hein, sur le tuto, je mets une application avec FastAPI, je mets mon modèle dedans, hop, ça me fait une super appli que je peux interroger, un petit service web, parfait. Ça c'est chouette, mais en fait toutes vos données elles sont dans une base de données, vous n'avez aucun intérêt à faire de la prévision temps réel, tout ce que vous voulez c'est du batch qui tourne pendant la nuit. Je pense qu'il y a quand même encore énormément de scénarios comme ça, hein. Near real time, on n'y est pas, pas grand monde qui en a vraiment besoin. Donc, reposez-vous la question de la valeur à ce moment-là. Donc est-ce que finalement ce scénario, on va aller mettre en place une image Docker, hein, je vous reprends le tuto basique MLOps, hein, on build une image Docker, dessus on a un FastAPI qui lui-même expose un endpoint, c'est pas mal, c'est vrai que c'est assez visuel on va dire, hein, parce qu'on est quand même dans un métier très, très abstrait, sauf que ça a plein de défauts. Mon endpoint, il est en HTTPS? Bon, oui a priori, mais comment on s'y connecte? Login mot de passe? Ouais, ça va, niveau sécurité, bon, enfin, voilà, il y aura toutes ces questions-là qui vont se poser. On a fait une image Docker. Alors, ok, elle fait peut-être 1 ou 2 gigas, un peu moins si on a été parcimonieux sur les packages. Cette image Docker, où est-ce que je la mets? Dans ce qu'on appelle un conteneur registry. Okay. Mon conteneur registry, si je laisse tout le monde bosser dans tous les sens, il va exploser. Hein. Attention aux facturations des conteneurs registry dans un cloud public, ça peut vite être assez costaud. Et puis là, vous allez vous dire, voilà, j'ai un conteneur registry qui déborde, j'ai plein d'images dans tous les sens, des vieilles, des anciennes, des nouvelles, enfin bon, je ne sais plus trop qui est quoi, si on ne les a pas taguées. Et puis un jour, vous allez passer un scan de vos images Docker. Et alors le scan, là, il va sauter dans tous les sens. Il va vous mettre des lumières rouges partout, parce qu'en fait, quand on fait une image Docker, finalement, on prend une distribution Linux, on met des choses dedans, et puis on prend toutes les failles de sécurité de l'instant où on a buildé l'image. Donc vous allez vous retrouver avec des failles de sécu dans tous les sens sur les vieilles images. Donc est-ce que ça vaut le coup d'aller builder des images dans tous les sens, d'aller les stocker avec les failles de sécu qui sont dedans? Je vous pose la question. Peut-être que ça vaut le coup. Hein. Peut-être que ça vous permettra de remonter la prod très très vite. Et ça, c'est quand même important. Si vous avez un niveau d'engagement de service qui est très fort. Donc attention à ces réflexions-là. Peut-être que finalement, de rebuilder une image, bon, même s'il faut toujours croiser les doigts parfois quand on rebuild une image Docker, mais peut-être que ça vaut le coup. Et peut-être qu'on va s'arrêter finalement au versionning du modèle et qu'on n'ira pas plus loin. Voilà. La reproductibilité de l'image Docker, peut-être que celle-là, on arrivera plus facilement à la refaire. Donc voilà, donc dites-vous que attention à ce cliché, on pourrait dire, hein, de l'inférence déployée sur une petite appli avec l'image Docker derrière, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et puis, si ça se trouve, vos données, elles sont dans une base de données. Et en fait, dans cette base de données, finalement, ça serait peut-être une mauvaise idée que d'aller extraire les données, d'aller faire sortir de la base, d'aller les envoyer vers un endpoint, de faire en sorte que la prévision revienne en arrière. Donc peut-être qu'il faut essayer de rapprocher le modèle de la donnée. Il y a des langages comme le langage T-SQL de Microsoft, là, qui aujourd'hui
peut lire des modèles, format ONNX si vous connaissez, et peut faire un predict dans un select SQL. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités qui existent aussi et qui vous évitent d'aller monter cette usine à gaz de endpoint. Allez, encore une erreur, et alors celle-là, on y vient justement quand on monte en maturité dans le MLOps, mais c'est cette fameuse dérive, là, avec vous vous souvenez de ma grenouille là, dans sa casserole d'eau bouillante ou d'eau froide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue des données? Ça veut dire que y égale f de x, on va faire modélisation basique ce matin, y c'est le résultat, f c'est le modèle, x c'est l'entrée. Et ben nos x en fait, petite courbe de Gauss, vous voyez la petite vague là comme ça, la bosse là, la distribution de nos données finalement elle est peut-être en train de se décaler par rapport à ce qu'on avait le jour de l'entraînement. Donc ça c'est ce qu'on va appeler du data drift, donc c'est les données en entrée qui sont en train de bouger. Mais attention, c'est peut-être le lien ou la corrélation, si on au sens large, entre X et Y, qui est peut-être aussi en train de se dégrader. On n'est peut-être plus aussi, je sais pas, il y a une crise sanitaire, admettons, scénario complètement fictif, mais ça va peut-être changer le lien entre X et Y. Ça, c'est ce qu'on va appeler du modèle drift, enfin concept drift, pardon. Donc c'est le modèle qui n'est plus bon parce que le lien a changé entre les données. Ou peut-être que tout simplement, il y a des data ingénieurs qui sont arrivés, qui ont refait une règle métier, et finalement, notre data prep a complètement changé, et là encore, notre modèle est en train de partir à la dérive. Alors ça se surveille, il y a plein d'outils pour ça, je pourrais vous citer Alibi Detect, je pourrais vous citer Great Expectation, il y a plein de choses qui permettent de détecter la dérive et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Un petit bonus vite fait, dans le temps qui m'est imparti, vous avez sûrement entendu ce buzzword d'automated ML. Alors c'est le Graal, hop, on met les données, on laisse mouliner une sorte de force brute qui va tester 35 algos différents avec des valeurs d'hyperparamètres différentes, puis on aura le bon modèle à la fin, on n'a même plus besoin de faire 5 ans d'études de data science. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de biais à faire ça. En plus, la plupart des outils ne nous permettent pas de préparer finement les données, et on sait que c'est quand même le plus important. On va récupérer un truc qui, à la fin, ne sera peut-être pas forcément interprétable, et l'interprétation, c'est une des clés de l'acceptation du machine learning par le métier. Et peut-être qu'à la fin, et même sûrement à la fin, le meilleur modèle, parce qu'on va classer ces modèles par ordre de performance, le meilleur, ce sera un modèle ensembliste. Donc c'est quoi un modèle ensembliste? C'est plein de petits modèles qui vont faire un vote à la fin, ils vont se réunir en assemblée, ils vont dire ah, tiens, moi je vote blanc, moi je vote noir, et puis on va décider à la majorité. Alors ça c'est super, ça donne des très bons résultats, sauf qu'on ne sait plus du tout pourquoi à la fin c'est blanc ou c'est noir. Donc attention à ces modèles-là qui seront les meilleurs forcément dans des espèces de forces brutes de ce type-là, mais qui seront inutilisables après. Et puis on nous vend pas mal le concept de citizen data scientist aussi, donc des personnes qui n'auront même pas besoin de faire de code, qui utiliseraient des plateformes de machine learning. Si ces personnes-là n'ont pas des bases solides en data science, si une corrélation fallacieuse par exemple c'est quelque chose qui ne leur parle pas, bon, ça va être compliqué et il y aura sûrement beaucoup d'aberrations qui vont arriver en prod. Ça peut être juste un outil d'exploration comme l'automated ML, finalement un premier outil d'exploration, mais ce n'est pas quelque chose qui va aller en prod. Et alors je termine avec un concept qui ne me convainc pas personnellement, qui est le continuous training. Alors là, dans le dernier degré de maturité du MLOps, on va vous dire, en fait, finalement, il suffit de réentraîner tous les jours, réentraîner en continu, et puis vu qu'on réentraîne sur les dernières données, qu'on redéploie tout ça automatiquement, bah, c'est génial parce qu'on a toujours un bon modèle et ça dérive jamais. Bah ça, attention, parce que comment vous allez automatiser le choix du modèle qui arrive en prod, qui remplace l'ancien modèle? Est-ce que c'est sur une métrique? Oui, mais généralement, on regarde plusieurs métriques. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de temps d'entraînement? Est-ce qu'on n'est pas en train de, finalement, de faire chauffer les GPU pour rien du tout? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des modèles plus complexes qu'on ne saurait plus interpréter? Et l'interprétabilité, c'est indispensable. Et puis, peut-être que ça va nous faire dire, bah, ok, j'arrête de monitorer parce que je sais que je réentraîne et que je mets toujours mieux en prod. Bah non, il faut comprendre pourquoi il y a cette dérive de données. Et ça, c'est important à un moment de réouvrir un notebook, de se pencher sur les données et de comprendre ce qui se passe pas bien. Alors j'espère que je vous ai fait très peur ce matin, je vous ai donné plein de raisons d'échouer, mais heureusement, il y a des bonnes pratiques. Et là, vous voyez que j'ai changé de générateur d'image d'ailleurs, donc ça commence à aller un petit peu mieux. Donc les bonnes pratiques, hein, c'est de rendre le code plus robuste, c'est de versionner ce fameux triptyque code data model et d'avoir les bons outils pour le faire, de se poser les bonnes questions en termes d'inférence. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est plutôt sur un scénario batch ou plutôt sur un scénario temps réel? Vous serez peut-être à 80% sur les scénarios batch. Et vraiment, la dérive de données, c'est indispensable. Allez regarder de ce côté-là parce que vous aurez besoin de surveiller cette dérive de données quand vos modèles seront en prod.
Je vous ai présenté aucune diapo d'archi, j'ai cité quelques noms comme ça de techno liés. Je développe l'archi dans un meet-up en ligne, non pas en ligne, pardon, bon, qui sera sûrement remis en ligne après, mais un meet-up parisien, désolé. Voilà, qui se déroulera le 12 octobre, mais je redonnerai aussi, voilà, si vous me suivez sur LinkedIn ou Twitter, je redonnerai cette conférence plusieurs fois au cours de l'année. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Je suis arrivé à 25 minutes pile. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on en discute à côté. Ou alors il reste 1 minute, ça peut faire une question rapide si vous voulez. Si quelqu'un a... La première question est toujours délicate, mais sinon on discute juste après. Je laisse la place au prochain intervenant. Merci beaucoup à toute l'organisation. Merci à vous de m'avoir écouté.